On peut enchaîner sur la dernière table ronde sur l'industrialisation qui nous a paru, nous, dans le COPIL, hyper importante à poser là. Et je pense que l'actualité nous donne raison d'avoir posé cette question-là, parce que l'industrialisation, évidemment, c'est un outil du productivisme qui est aussi un outil du capitalisme. Et avec toutes les dérives qu'on peut voir et qui nous amènent aujourd'hui à cette situation-là, d'acculement, en fait, et puis de difficultés qu'on peut vivre sur nos fermes, les paysans et les paysannes. Et la mobilisation qui a lieu autour du colloque, là, elle est bien l'expression de ça. Donc, on se dit aussi que c'était vrai, un exercice un peu compliqué là dans le colloque de faire un travail à froid de réflexion et qu'à côté, c'est vrai que ça nous traverse tous dans les têtes là, ce temps chaud. Mais je trouve que là, particulièrement cette table ronde et les travaux qu'on va faire demain dans les ateliers, ça fait bien le pont entre les deux en fait. C'est que justement, c'est ces réflexions-là qu'on est en train de travailler qui vont nourrir en fait nos plaidoyers syndicaux et qui vont permettre justement de proposer une ligne politique qui va à l'encontre de ce qui est propagé partout et qui emmène les paysans dans le mur, quoi. Donc voilà, c'était un petit hiatus là-dessus. Donc chacun des intervenants va pouvoir exposer un petit peu sa vision des choses, que ça soit à la fois sur comment s'est construite l'industrialisation ou quels sont les ressorts de sa propagation et comment ça dérive, ses dérives aussi, ou que ce soit des moyens de lutte, ou que ce soit aussi à travers des témoignages de vécu. Jackie va nous parler un peu de son vécu en tant que paysan dans des systèmes un peu industriels ou du moins intensifs. Et après, Véronique nous donnera un peu le portage politique de la Confédération paysanne sur quelle position on a, comment on lutte et quels sont les enjeux. Donc je passe la parole à Jules. Tu te présentes rapidement. Si tu peux te mettre debout pour qu'on te voit. Juste pendant ta présentation. Ok, super. Du coup, bonsoir. Donc moi, c'est Jules Hermelin. Enfin, je suis anthropologue. Là, je suis surtout salarié agricole, en fin de contrat, en fin de CDD. Ça fait depuis 2 ans et demi que je suis salarié agricole dans différents types de structures. Mais j'ai donc soutenu une thèse d'anthropologie sociale et politique sur l'élevage laitier, donc de vaches laitières dans le Finistère. Donc cette thèse, elle a été faite entre 2015 et 2020 à peu près, financée par la Confédération paysanne du Finistère, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les campagnes au moment de la fin des quotas, donc de la libéralisation du secteur laitier, fin de la régulation des prix et des volumes, pour faire simple, par l'Union européenne, libéralisation actée en 2015. Moi, j'ai travaillé sur l'industrie. J'ai travaillé avec des éleveurs et des éleveuses pris par l'industrie, donc par l'amont, par l'aval, mais j'ai pas travaillé sur la notion d'industrialisation. Ça n'a pas été pour moi un concept opérationnel quand j'ai écrit la thèse. Moi, j'ai écrit la thèse en réfléchissant à partir du concept qui m'était énoncé par les gens dans la campagne, qui était celui de fuite en avant. Les gens parlaient de fuite en avant pour caractériser un mouvement historique à l'échelle globale, enfin à l'échelle des industriels. Donc on produit toujours plus, les industriels exportent toujours plus, les outils industriels sont de plus en plus importants, avec de plus en plus de salariés, etc. etc. Donc cette politique productiviste. Et la fuite en avant, c'était aussi celle qu'on voyait dans les fermes, avec des gens qui faisaient plus, toujours plus, qui travaillaient plus, de plus en plus, et qui, à force de faire ce qu'ils faisaient, n'étaient plus capables de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et c'est ça que je trouvais véritablement intéressant, c'est essayer de comprendre le désarroi de personnes qui, pourtant, parce que j'ai travaillé essentiellement avec des éleveurs laitiers conventionnels, pris dans un système intensif, des fois pris avec joie et plaisir dans un système intensif. Et pourtant, ces éleveurs-là, tous me décrivaient les conséquences désastreuses d'un système sur leur vie sociale ou sur leur métier. Et c'est ce paradoxe-là que j'ai essayé de comprendre pendant ces 5 années dans la thèse et tout, etc. Je vais quand même essayer de jouer le jeu et de faire le lien entre... Ah, c'est bon. Donc de faire une petite histoire...
Il y avait dans les questions qu'on souhaitait vous poser, c'était justement où est-ce qu'on met. C'est vraiment une question qu'on s'interroge. De la même façon qu'on s'interroge sur c'est quoi l'élevage paysan, on s'interroge aussi c'est quoi l'industrie et où est-ce qu'on met le curseur. Enfin, c'est un peu une question qui est destinée un peu à tout le monde. Si vous pouvez tous avoir un petit éclairage là-dessus, je pense que c'est vraiment une question qui traverse la tête de tout le monde, quoi. Alors, du coup, là, j'ai essayé de me prêter à ce jeu-là, de définir l'industrialisation un peu rapidement tel que je l'entends là, en sachant que du coup, comme je ne l'ai pas travaillé avant, c'est une sorte d'ébauche. Je me dis, les industriels, ils cherchent la fluidité industrielle tant à l'amont qu'à l'aval, générer des flux qui génèrent ensuite plus de rendement, et tout, etc. Un des moteurs, c'est aussi l'endettement, la fluidité du capital. Et au niveau des agris, il y a un imaginaire qui est celui de la modernité, de devenir de bons gestionnaires de flux et de capitaux. Et donc comment tout ça, ça s'agence et ça produit une industrialisation. Juste pour dire que moi, quand je parle d'élevage, là je vais juste parler d'élevage de vaches laitières, et quand je parle d'un territoire, moi je connais très bien que le Finistère, donc je ne me permets pas de parler d'autre chose. Et le Finistère, c'est particulier, comme la Bretagne, c'est pas tout le reste de la France, ni le reste de la production agricole en Europe. Voilà. Pour dire qu'il n'y avait pas d'éleveurs qui se définissaient comme éleveurs avec autant de fierté avant l'arrivée de l'industrie en Bretagne. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. En tout cas, il y avait de l'élevage, mais la paysannerie était multiple. Les gens faisaient plein d'autres choses. Des vaches, on en avait une, deux, des fois on n'en avait pas du tout. Et puis quand il y a eu la PAC, quand il y a eu l'essor industriel, on s'est mis à avoir besoin de lait. Et là, tout à coup, les femmes ont arrêté d'être les seules qui s'occupaient des vaches. Et c'est les mecs qui ont commencé un peu à prendre en main le troupeau laitier bovin. Et on a eu un essor de la production, un essor du cheptel. Je tire un peu des gros traits, hein, j'y vais un peu avec les grosses ficelles, mais c'est de comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est qu'il y a une sorte de dépendance originelle des éleveurs de vaches laitières à l'agro-industrie en Bretagne. Et dans le Finistère en particulier. Les éleveurs, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit que qu'ils aimaient avant tout, c'est être avec les vaches, être dans le troupeau et pouvoir façonner le troupeau à leur image, être reconnus par le troupeau. Ils avaient un goût fondamental à être pris par cette sociabilité humaine bovine. Et ce que j'ai vu pendant ces 5 années, c'est que cette vie, ce commun, se faire troupeau avec des vaches, être pris par des animaux qui ont un sens grégaire très fort, était rendu impossible par la fin des quotas. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015 avec l'abolition des quotas ? On a eu des dirigeants agricoles qui se sont dit qu'on allait pouvoir passer de 5 milliards de litres produits en Bretagne à 6 milliards de litres, avec 3000 fermes en moins. On passait de 12 000 fermes laitières, en gros, à 9 000. Il y avait 55 vaches en moyenne dans les troupeaux laitiers bretons, et on allait devoir passer à 80 vaches, et que ça allait se faire en 5 ans, et qu'on allait pouvoir comme ça conquérir les marchés internationaux, et notamment le marché chinois qui était en plein export. Ça permettait de justifier énormément d'investissements dans l'industrie, et aussi dans les fermes, via les plans de modernisation de bâtiments, d'élevage, et tout, etc. Les laiteries ont pris en main la gestion des volumes. Donc c'est les laiteries qui, depuis 2015, même un peu avant, décident de quelle quantité de lait on peut produire dans chaque ferme. Et les laiteries ont commencé à donner du volume aux jeunes qui s'installaient. C'est ça qui s'est passé. Les jeunes se sont installés, sauf que derrière, les laiteries avaient besoin de trésorerie pour pouvoir aller conquérir les marchés export. Donc on a eu une chute du prix du lait. Donc au moment où on demandait à tout le monde d'investir, ça a été un des premiers écueils de cette fuite en avant industrielle, c'est qu'on ne donnait pas les moyens financiers aux gens en face. En plus de ça, ce que les industriels, parce que l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de comment l'agro-industrie se prend les pieds dans son propre tapis. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas plus 1 milliard de litres. La production laitière, elle stagne, voire elle décroît. On a un recul de la collecte de 2%. Surtout, on a un recul du cheptel laitier. On est à moins 10% du cheptel laitier, moins 30% de vaches laitières. Et dans mon secteur, le secteur de Douarnenez, on a moins 10% de cheptel laitier, moins 30% de fermes. Et chez nous, on est même à moins 30% de vaches laitières. Donc on a vraiment un abandon du métier.
et quelque chose qui est plutôt d'ordre structurel. Donc moi, ce que j'ai essayé de comprendre, finalement, c'est pourquoi les gens arrêtaient ce métier qu'ils aimaient tant. Eux qui aimaient tant être avec des vaches, même en leur donnant du maïs, en donnant du soja, et tout, etc., mais qui avaient une connaissance de leurs animaux. Et le troupeau moyen, ce que je vous ai dit, était de 55 vaches. À Douarnenez, chez nous, on avait pas mal de troupeaux avec 30, 40 bêtes. Aujourd'hui, ces troupeaux n'existent plus. Alors, ils existent encore un peu ailleurs, en bio ou d'autres, mais ils sont devenus largement minoritaires. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, quand moi j'ai commencé à travailler avec la Confédération paysanne. Un autre écueil, ce n'était pas qu'un problème de financement et de trésorerie, c'était un problème de dimensionnement des structures. Les stabus, elles étaient faites pour 60 vaches, on n'allait pas les agrandir comme ça. La structure foncière, elle était faite pour 60 vaches, c'était compliqué de l'agrandir d'un coup pour 80. Donc ça, c'est un autre obstacle premier, important. Mais surtout, ce qu'ils n'avaient pas vu, ces grands dirigeants agricoles, parce que c'était eux qui étaient à la manœuvre, COP, FNSEA et tutti quanti, c'est que pour faire plus de lait, il fallait plus de vaches et que du coup, ça allait transformer les manières d'être avec les animaux. Et que les gens, en fait, n'en avaient pas nécessairement l'envie ni les capacités. Parce que pour être avec des animaux tout en évoluant dans cette économie capitaliste, il faut être capable de mettre en chiffres le vivant et l'économie, tout en gardant un lien sensible, c'est-à-dire sensoriel et affectif, avec les animaux, avec les sols, etc. J'espère pas être trop évasif, mais j'ai qu'une dizaine de minutes. Voilà. Donc d'un côté, on est ingénieur souverain, c'est-à-dire qu'on est le petit technicien qui gère son écosystème et son métabolisme, on gère des flux de matière, des flux d'énergie, et tout, etc. Et de l'autre côté, on est connecté de manière sensible à ces bêtes, à ces sols. Et donc, on a un ancrage perceptuel, un façonnement de la perception qui est spécifique. C'est un type quasiment anthropologique. Et tout à coup, on demande à ces personnes-là, qui sont des paysans intensifs, pour faire très très simple, on leur dit, bah non, là, vous arrêtez de gérer vos 60 Holstein et vous passez à 80. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus de problèmes. C'est ce que tout le monde m'a dit. Parce que gérer des Holstein à 9000 litres, tels que, par exemple, Myriam et Ronan, qui sont des grands amis et qui m'ont demandé à ne pas être anonymisés, l'avaient au début de mon enquête de terrain, ça demandait énormément d'attention et une connaissance fine de chaque animal. Oui, d'un point de vue zootechnique, on réduit l'animal à une machine avec des intrants et des outputs, quoi. On pourrait dire simple d'une manière un peu surplombante. Mais quand on est dans le concret, dans le troupeau, il faut une connaissance de chaque animal, du métabolisme de chaque animal, de l'histoire de chaque animal. Et ça, Ronan et Myriam, ils l'avaient complètement. Sauf qu'en 2019, parce que crise de trésorerie, parce qu'ils voyaient bien qu'on leur demandait de faire toujours plus et qu'ils ne le voulaient pas, ils ont décidé d'arrêter alors qu'ils adoraient leur métier. Donc ça, c'est ce que les dirigeants agricoles n'avaient pas vu. C'est-à-dire qu'il y avait une résistance même dans le type d'ancrage perceptuel dans la paysannerie actuelle. L'agro-industrie s'est créée et s'est consolidée en Bretagne dans une alliance historique avec la paysannerie. Et à un moment donné, elle s'est dit qu'elle allait pouvoir lâcher la paysannerie et en fait, ou la transformer complètement, et elle a échoué. Il y a des gens qui ont essayé, soit contraints parce qu'ils s'étaient trop endettés au moment de la reprise des fermes, parce que c'est un des moteurs de l'industrialisation, c'est l'endettement et le rapport au capital. Et donc là, moi j'ai vu des jeunes qui se sont endettés énormément, qui se sont dit c'est super, pour payer les dettes, on va faire un super bâtiment, tatati, tatata, les silos, les betteraves, le silo maïs, tac, et puis on va faire de la manute avec le télesco pendant 2 heures tous les jours, et ça va être le feu. Et puis en fait, galère, ils en avaient jusque-là, ils n'avaient plus le temps d'aller au foot, c'était l'enfer. En plus, ils avaient des problèmes électromagnétiques dans la salle de traite, c'était pas fait pour. Les prises de terre étaient mal branchées, ils se sont fait complètement déborder. J'en ai vu d'autres installer des robots de traite, être là en train de devoir faire l'interprète entre le robot de traite, le troupeau, et se dire waouh, j'arrive plus à gérer une sorte de saturation cognitive, et du coup être incapable de gérer sa ferme comme un tout, vivant, financier, économique, et devoir déléguer des trucs ultra importants comme les cultures, ou des trucs encore plus importants comme la comptabilité à sa mère qui est à la retraite. Et c'est là qu'on a une submersion de la perception, qui est un des autres effets de la tentative d'industrialisation de paysans. Donc c'est des paysans qui avaient envie d'être des super paysans productivistes et qui se sont ratés, et ça a été désastreux. Et là, on en subit encore les conséquences morales, psychologiques, sociales, dans les campagnes. Puis après, il y en a d'autres,
qui ont réussi. Et c'est des super gestionnaires. Ils ont des super tableurs Excel. Ils sont capables de diviser le travail. Ils sont capables de fluidifier les flux. Ils sont capables de gérer ces métabolismes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a trié. Mais là où c'était un peu le but de l'agro-industrie. Moi, je me souviens d'avoir fait une présentation de la crise de trésorerie aux administrateurs du Crédit Mutuel de Bretagne, et donc les administrateurs qui sont des paysans, et qui m'ont dit non, mais la crise. Donc moi, j'avais pris des données agrégées au niveau Bretagne, qui étaient du RICA et tout, etc. Donc un truc à peu près quand même représentatif, qui sortait pas de ma poche, quoi. Et donc je leur montrais bien que, en fait, les gens entre 2016 et 2018 n'avaient pas les moyens de payer les dettes à court terme. Et ils m'ont dit, mais non, mais ça, c'est des gens médiocres, ça, ils n'y arrivent pas. Donc on voit bien ici qu'on a un imaginaire du tri, de la sélection, qui existe en fait depuis le début. La coopérative Even, Grève du lait 72, c'est quand les coop arrêtent de collecter les fermes de moins de 10 vaches laitières. Donc c'est quelque chose qui est en germe dans l'imaginaire aussi agricole depuis le départ, et qui s'est affirmé à ce moment-là. Là où ils se prennent les pieds dans le tapis, c'est parce qu'aujourd'hui, ils galèrent. Parce que des bons gestionnaires, il y en a très peu. Et donc, juste, je vais terminer là-dessus. Donc on dit, bon, qui est-ce qui va reprendre les fermes, là ? Qui est-ce qui va produire ? Alors, oui, il y a les systèmes dans lesquels, moi je crois, qui sont les systèmes herbagés. Visiblement, ce ne sera pas suffisant pour subvenir aux besoins de l'agro-industrie. Et si on prend l'exemple de l'Irlande, où j'ai été faire un voyage d'études pour la Conf en 2018, et ben en fait, il faudrait qu'on soit capable de trouver des gens qui aient les compétences, les envies, c'est-à-dire une sorte de kiff d'être. 1, il va nous falloir des gérants d'entreprise. 2, des chefs de troupeau, des herd managers, comme ils disent en Irlande. Et 3, de la main-d'œuvre non qualifiée. Mais là, il va falloir une super convention collective. Et là, clairement, on est face à une recomposition du travail en élevage qui va être majeure et à laquelle l'agro-industrie n'est pas préparée. Et ils pensaient qu'ils l'étaient, mais ils ont créé les conditions de leur propre destruction en annihilant ou en rendant quasiment impossible l'exercice d'une paysannerie intensive telle qu'elle s'est faite jusqu'en 2015. Et je ne dis pas que c'était idéal, loin de là, d'avoir des vaches à 9000, etc., 9000 litres avec maïs, soja, et puis du soja qui vient du Brésil. C'est pas ça que je suis en train de dire non plus. Voilà, mais c'était ma petite histoire de l'industrialisation dans le Finistère. Merci beaucoup. Pour enchaîner, donc Jackie, je te laisse la parole, te présenter. En fait, on a voulu aussi, on t'a demandé pour donner un peu ton expérience, voilà, en tant que paysan bien connu à la Conf 35, sur les systèmes d'intégration et comment toi tu as vécu ça aussi de l'intérieur. Donc Jackie Savin, moi je suis à Parthenay de Bretagne, tout près de Rennes. Donc la ferme aujourd'hui, c'est un élevage de vaches laitières en bio. On est 2 associés en système quasiment tout terme. Et il y a eu un élevage de porcs auparavant qui n'existe plus. Enfin, il n'y a plus de porcs, il y a toujours les bâtiments. Donc je vais retracer un peu mon parcours, mais je vais commencer par... c'est la ferme familiale, l'installation de mes parents dans les années 63. Donc ils ont commencé avec 12 hectares et une dizaine de vaches, 2 ou 3 truies sans doute. Donc au fil du temps, il y a eu un petit peu plus de cochons. Et en 1972, il y avait un bâtiment où étaient les vaches, le bâtiment dans l'état entravé, où ils ont fait une maternité. Et pour adhérer à un groupement de producteurs, à l'époque, il fallait avoir 20 truies. Donc c'est comme ça que ça s'est développé. Ils ont construit un autre bâtiment pour mettre les porcelets. Et moi, je me suis installé en 1991. Donc la surface de la ferme, c'était 24 hectares. Donc ça avait aussi permis, cet élevage hors sol qui s'était développé, à mes parents de rester tous les deux sur la ferme en fait. Ce qui se passait beaucoup autour de Rennes, c'est qu'il y avait dans les petites fermes, il y avait des conjoints qui allaient beaucoup bosser à Citroën ou ailleurs. Et donc là, en 91, il y avait 24 hectares. Moi, ça m'a permis aussi de m'installer sur une ferme où il n'y avait pas une grande surface en développant l'élevage de porc. Donc il y avait 80 truies avant mon installation et 150 000 litres de lait. Donc mon projet d'installation, ça a été de doubler la production porcine. Donc on est arrivé à 190 truies. Quelques années plus tard, en 94, la première difficulté, là, il y a eu, on parle beaucoup de normes aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur le terrain, avec nos copains en face. Les normes environnementales, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Et
En fait, moi, quand je me suis installé sur le plan d'épandage existant, on pouvait mettre 290 unités d'azote à l'hectare. Et là, on s'est retrouvé, on appelait ça zone d'excédent structurel. Donc, ça veut dire qu'on produisait trop d'azote dans notre canton par rapport à la surface qu'il y avait. Donc, il fallait trouver des surfaces à l'extérieur. Donc, 60 hectares d'épandage qu'il a fallu trouver. Donc, je parlais aussi des conséquences que ça peut aussi avoir sur les éleveurs. Donc, des situations, je ne suis pas le seul, hein, qui peuvent être très, très stressantes. Ensuite, voilà, construction du dernier bâtiment les années suivantes, embauche d'un salarié. Donc, 98-99, c'est là où j'ai adhéré à la conf. Là, il y a eu une crise porcine où, on parlait en francs à l'époque, le cours du porc était descendu à 5 francs. Donc, là, l'ouverture de crédit ne suffisait plus. Donc, mes parents, qui étaient en fin de carrière, eux, n'avaient jamais connu ça. Donc, voilà, restructuration de prêts. En même temps, là, j'ai parlé des relations aussi avec nos partenaires que sont les COP et les groupements. Donc, j'ai fait une formation en homéopathie avec un vétérinaire, c'était dans un lycée au Poitrain, voilà, qui apportait un autre conseil, et c'était plus le technicien qui venait régulièrement dans l'élevage, qui après sa visite nous mettait son ordonnance avec les produits vétérinaires à acheter. Donc là, ça a été une première situation où il y a eu, je ne sais pas si c'est de conflit, mais j'ai compris, il y avait une autorité des personnes qui pouvaient intervenir dans nos élevages. Et voilà, j'ai réalisé certaines choses, j'étais encore jeune. Et donc, je regarde mes notes en même temps parce que je ne veux pas tout oublier. Donc, j'ai adhéré à la conf en même temps. Voilà, c'est des rencontres. Parce que l'élevage de vaches laitières était toujours là, donc dans un système avec du maïs, du soja, comme c'était beaucoup à l'époque sur une petite surface. Donc là, je rencontre les CIVAM, donc on adhère à l'ADAGE en Ille-et-Vilaine, et là on a pris un virage où on a mis les vaches à l'herbe. Et donc il y a une chose que je voulais pas oublier. Donc en même temps, à cette époque, on fait le choix de baisser déjà un peu la production pour organiser le travail. Donc on baisse l'effectif de truies. Il y avait un débouché pour produire des carcasses de porc un peu plus lourdes. Donc changer la conduite en bande aussi pour mieux s'organiser au niveau du travail. Et donc ça, c'était le gouvernement Jospin à l'époque où il y avait la circulaire Voynet, Le Pin Sec. Il y avait une charte qui s'appelait charte de réduction volontaire d'effectifs, c'est ça. Donc, avec les problèmes que causait la concentration de l'élevage en Bretagne et toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'était l'idée aussi de baisser un peu la production pour alléger un peu toutes les dérives environnementales. Donc voilà, pour dire qu'il y avait des aides qui étaient prévues pour cette baisse volontaire d'effectifs. Donc nous aussi, ça nous permettait de ne plus investir dans un bâtiment. On faisait un quai pour le départ des porcs à l'engraissement. Voilà, c'était une réflexion globale. Donc cette aide-là, qui correspondait à 60 000 francs, ça fait presque 10 000 euros. En fait, on ne l'a jamais touché parce qu'il n'y a jamais eu de fonds. Ça n'a jamais été débloqué. Donc ensuite, en 2001, le salarié devient associé, et là, encore une nouvelle norme. En fait, il y avait toujours des problèmes, on connaît les algues vertes, tout ce qui va avec. Donc, dans notre canton, on était limité à un plafond de quantité d'azote par exploitation, par ferme. Donc, était à 17 000. Nous, on avait une autorisation d'exploiter juste au-dessus. Donc, il fallait présenter un plan de résorption d'azote. Donc, là, il y avait en gros deux solutions. C'était soit investir dans une station de traitement de lisier pour abaisser la pression, ou diminuer l'effectif. Donc, en fait, avec le salarié qui devenait mon associé, il fallait aussi une nouvelle autorisation d'exploiter, justement, par rapport à ça, pour le départ en retraite et l'installation. On fait le choix de baisser l'effectif. On pouvait aussi se le permettre parce qu'il y avait des prêts qui arrivaient, la charge financière, il y avait des prêts qui se terminaient, ce serait arrivé quelques années plus tôt. On était pris au piège. Je ne sais pas quelle décision, c'était pas quelle décision on aurait pris. Donc ça a été très compliqué avec notre groupement à l'époque. Donc il y a un service environnement avec des techniciens qui préparent les dossiers pour présenter à l'administration.
Donc, enfin, je vais décliner, enfin, ils avaient salopé le dossier. Donc, mon associé à l'époque, qui avait eu l'audace d'interpeller le préfet à l'époque, qui s'appelait Claude Guéant, c'était à l'inauguration d'Impact. Donc, on avait réussi, enfin, parce qu'il avait fait, on avait réussi que le dossier aille assez vite, parce que voilà, le préfet faisait que le dossier arrivait sans doute un peu plus haut sur la pile. Donc, en fait, on l'a fait nous-mêmes avec quelqu'un de nos connaissances, qui était technicien, justement, qui faisait le même boulot. On a fait ça un week-end avec lui, puis le lundi, on est allé avec le technicien dans son bureau, on a passé toute la journée à faire le dossier pour le déposer auprès de l'administration. Donc, pour dire comment ce modèle industriel, tout ce qu'il y a autour, comment ils ne veulent pas que ça change, quoi. Donc, on prenait des choix qui ne leur convenaient pas. Enfin, il y avait il parlait de potentiel de production à l'époque. Il faut que j'avance vite. Donc, voilà. Ensuite, ça a été plutôt des problèmes financiers. Je disais, il n'y a plus de port aujourd'hui. Donc, les années suivantes, il y a eu quelques problèmes sanitaires. Il y a eu la maladie qui s'appelait la SDRP, enfin, on l'appelait plus communément la maladie bleue, qui est passée dans tous les élevages, beaucoup. Donc voilà, avec beaucoup de pertes, voilà, financièrement, ça nous a fragilisé comme d'autres élevages. Il y a eu des investissements, on a parlé du bien-être ce matin, dans des normes bien-être pour plutôt mettre les truies en liberté. Donc voilà, des investissements, et financièrement, ce qui a fait tenir la ferme, c'est que le lait, il est passé en système herbagé, on est passé en bio plus tard. Et enfin, on n'était pas encore à ce point-là, mais il n'y aurait eu que l'élevage de porc, je pense qu'il y aurait eu d'autres décisions de prise plus tôt, quoi. Et en 2008, l'ouverture de crédit ne suffisait plus. Enfin, je n'ai pas donné tous les détails, on l'avait augmenté. Et donc là, il y a eu, cette année-là, le cours des intrants qui a augmenté. On parlait même de flamber des cours de céréales. Enfin, ça avait d'autres conséquences, des émeutes de la faim en Amérique du Sud, en Afrique. Et donc là, il y a eu une mesure qu'on appelait la mesure Sarkozy-Le Maire, qui permettait de faire des prêts pour faire de la trésorerie. Donc je vais passer rapidement. Donc en 2013, donc c'était un remboursement sur 5 ans. Et au bout de 5 ans, en 2013, l'ouverture de crédit était encore au plafond. Et on la dépassait même avec une dette fournisseur. Donc il y avait des rendez-vous qui devenaient réguliers avec le banquier. Donc la nuit d'avant le rendez-vous avec le banquier, j'en remets pas beaucoup, parce que voilà, c'était une situation qui devenait insupportable. Donc avec... Donc on passe le lait en bio en 2009, il y a changement d'associé. Donc là, tout s'est fait en même temps, c'est le hasard. On a repris la surface, donc on a augmenté la production laitière, on a baissé la production porcine. Et en 2013, on décide d'arrêter le naissage. Donc le naissage, ça veut arrêter le naissage, ça veut dire qu'on faisait plus naître les porcelets. Et on faisait de l'engraissement à façon, on engraissait des porcs qui appartenaient à notre éleveur, c'était à façon en fait. Avec un contrat, donc là on ne naviguait plus à vue, on savait ce qu'on allait toucher tous les mois. Et donc le jour où on a pris la décision, pour dire comment ça se passe avec tous nos interlocuteurs, les groupements, le banquier se rend compte qu'il y a de l'argent, parce qu'on décapitalisait, on vendait l'élevage. Et le banquier se rend compte qu'il y avait de l'argent qui arrive sur le compte, donc il n'est pas idiot, il a compris que voilà, on était en train, entre guillemets, de faire la vente. Et donc il est arrivé là sans prendre de rendez-vous, en furie, parce qu'il n'était pas averti. Donc là, on comprend encore plus de choses, parce que c'est que le capital de la ferme faisait encore face si on était dans une situation encore plus dégradée. Donc aussi bien moi que mon associé, on s'est vraiment fâchés. Et donc ensuite, on a fait du porc à façon, donc avec une rentrée régulière d'argent, avec les lots au fil du temps. Donc on n'a jamais revu la banque. Donc en 2019, le prêt est remboursé, ça je l'ai écrit. Donc je vais dire, la crise porcine, elle aura duré 20 ans, quoi. Et donc on a fait le choix d'aller chez Biolay en 2009. Donc là, c'était un choix militant, pour s'affranchir de l'agro-industrie, de ne plus se retrouver avec des privés, des coopératives. Et j'arrive à la fin. Donc en 2002, on arrête le porc parce que Biolay, c'est un collecteur, c'est pas une laiterie, qui revend à ses clients, enfin à beaucoup de laiteries. Et en 2017, il a été fait le choix de ne plus qu'il n'y ait plus de mixité dans les fermes où il collecte. Ça veut dire un élevage en bio, un élevage en conventionnel. Donc l'élevage de porc était en conventionnel, même s'il y avait un label rouge, mais hors sol sur Caillebotis. Et donc voilà, on a arrêté le porc en 2022.
Donc aujourd'hui, il y a uniquement du lait. Et donc oui, ça je l'ai écrit. C'est un éternel recommencement parce que l'agriculture biologique, enfin il n'y a pas que le lait, hein, est en crise à son tour. Donc voilà, une situation qui se tend. Et donc ouais, j'avais noté quelque chose. J'avais plein d'anecdotes sur des actions. Voilà. Et j'ai lu le livre de Nicolas Legendre cet été, donc en le lisant, je me dis, je suis passé par, quand je lis les témoignages, par ce parcours-là, en fait. Enfin, on oublie, heureusement. Et en même temps, le métier, quand on est éleveur, qu'on aime les animaux, voilà, ça a toujours été plaisant. Mais c'est un environnement autour qui est beaucoup plus déplaisant, en fait. Et ça, je voulais le dire aussi. Je connais un éleveur qui est à peu près moi, je suis en fin de carrière. Hein. Moi, je pense que physiquement, je serais plus capable justement de tenir un élevage. Donc, c'est une pression globale en fait. Et physiquement, les transports d'animaux, enfin les déplacements d'animaux, les porcs charcutiers qui partent à l'abattoir, qui font 120 ou 130 kilos, les pousser avec des panneaux, les coups dans les genoux. Voilà, je me dis finalement, c'était mon associé qui s'occupait du porc dernièrement, moi plus du lait. Donc voilà, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais je passe le micro. Merci Jackie. Donc on a essayé de brosser un petit peu les leviers après l'expérience sensible et maintenant on voulait aussi parler un peu des moyens de lutte, mais aussi d'avoir une définition un peu extérieure de c'est quoi l'industrie pour des gens qui se battent contre l'industrie, ou moins de l'industrialisation de l'agriculture. C'est toujours cette idée aussi de savoir où on met le curseur. On a un peu de problème avec ça, hein, je pense, mais il y a eu quand même des clés de dit sur la capitalisation. Enfin, on voit bien les chemins que ça prend et les ravages que ça fait aussi dans les vies. Donc je te laisse te présenter. Alors Louise, je viens vous parler pour Bretagne contre les fermes-usines et pour RAFU, qui est la coordination nationale contre les fermes-usines. Donc nous, cet été, on a sorti une carte du système usine. Il y a aussi la carte de Greenpeace qui est sortie cette année. La différence de notre carte avec la carte de Greenpeace, c'est qu'on ne s'appuie pas que sur les chiffres et les chiffres pour définir les fermes-usines. Donc nous, on a adopté une définition autour de 3 critères qui sont des critères cumulatifs. Le premier critère, c'est la rupture du lien avec le sol. Le deuxième critère, c'est les impacts environnementaux, climatiques et sociaux de l'agriculture. Et le troisième critère, c'est les impacts sociaux et territoriaux. Donc dans le premier, nous on parle de ferme-usine. Je vais expliquer pourquoi on a mis le terme ferme avec plus tard. Pour nous, la rupture du lien avec le sol, c'est donc des matières premières importées et déterritorialisées, des traitements préventifs systématiques, des circuits de vente qui sont hors du territoire et qui ne sont pas dans les mains des paysans et qui entraînent des pertes de savoir-faire, et la captation par des groupes industriels de la valeur ajoutée qui est produite par les agriculteurs. Ensuite, s'agissant des impacts environnementaux, climatiques et sanitaires des fermes-usines, pour nous, c'est des pollutions qui sont tout au long de la chaîne de production, donc qui vont de la déforestation à l'atteinte à la biodiversité, à la dégradation de l'eau, à la pollution des émissions de CO2 du transport, à la transformation, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est rejet d'ammoniac, nitrite, méthane, pesticides, fongicides, etc. Tout ce qui est artificialisation du sol, et là-dedans, on met aussi tout ce qui est maraîchage industriel. Donc, quand on rajoute du sable et encore du sable et encore du sable, et après, le sol meurt. Et donc, ça contribue aussi à l'artificialisation. Le développement de l'antibiorésistance et des zoonoses. Et tout ce qui est aussi les dépendances aux carburants et aux énergies fossiles. Donc, on voit que c'est un gros sujet de mobilisation en ce moment, la hausse du prix des énergies fossiles. Et puis le troisième critère, c'est les impacts sociaux et territoriaux.
Donc une production massive pour un minimum d'emplois, une main-d'œuvre sans qualification, je reviens un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, le pilotage de la production par des groupes industriels, donc tout ce qui est contrat d'intégration où les paysans sont complètement bloqués, et puis les acteurs de la finance. On sait qu'en Bretagne, il y a certaines banques qui sont très fortes pour faire du sou sur le travail des agriculteurs. Donc cette dépendance, des marchés concurrentiels au niveau international qui ne sont pas du tout en faveur des paysans bretons, des normes sanitaires imposées, et puis finalement une dépendance au financement public parce que c'est impossible de survivre sans. Et donc tout ça qui pour nous arrive à une disparition des savoir-faire paysans. Et c'est un gros problème en ce moment. Donc comment on a fait notre carte ? Donc avec ces 3 critères, on a quand même fini par établir des chiffres. Mais c'est des chiffres qui ne sont pas parfaits. Donc si jamais dans la carte, il y a des gens qui se reconnaissent et qui veulent en discuter, envoyez-nous des mails. On est complètement chaud pour en discuter. Seulement, on a fait la carte avec les chiffres des données publiques. Donc forcément, il y a des erreurs. Et on est carrément prêt à en discuter. Donc n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Donc on a finalement choisi les abattoirs de plus de 50 tonnes par jour. Tout ce qui est agroalimentaire. Les élevages de plus de 2000 porcs de 30 kilos. Les élevages de plus de 750 truies. Plus de 40 000 volailles. Les usines d'engrais chimiques. Les équarrissages de plus de 10 tonnes par jour, les laiteries de plus de 200 tonnes par jour et les grosses unités de méthanisation. Donc tout ça, pour nous, c'est le système ferme-usine. Et juste pour finir, pourquoi est-ce que nous, on a gardé le terme ferme et usine pour désigner la production industrielle ? C'est qu'on ne s'adresse pas à les paysans. On s'adresse au grand public, on s'adresse à des moldus. C'est des gens, ils n'ont jamais mis les pieds dans des fermes. Donc leur vision de la ferme, c'est vraiment le livre pour enfants qu'ils ont lu quand ils avaient 5 ans. Avec 2 coqs, une vache, un porc. Ces gens, ils sont complètement perdus. Mais le terme usine, ça fonctionne bien pour eux. Ils voient la mécanisation, ils voient le système financier. Donc, on met ferme-usine, c'est bon, les gens, ils ont dans la tête la production animale industrielle. C'est pour ça qu'on l'utilise. Mais on ne l'utilise pas que pour l'élevage, on l'utilise aussi pour les exploitations légumières, pour les serres de tomates chauffées. Tout ça, pour nous, ça va dans le terme ferme-usine. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise, même s'il y a le terme ferme et que vous y êtes très attachés. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc Clémence, pour répondre aussi à la question de la caractérisation de l'industrialisation, mais aussi des moyens de lutte, et du coup, à la fois pour Avobet et à la fois, tu vas expliquer pour les soulèvements de la Terre un peu comment vous avez cette vision-là. Du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on m'a demandé de répondre pour les soulèvements de la Terre et Avobet. Et du coup, moi, je suis dans les soulèvements de la Terre et Avobet, je dois dire que c'est une initiative du coup qui a émané. Donc, ce que j'ai présenté ce matin, là, les rencontres qu'on a fait entre éleveurs, c'est des rencontres qui ont émané de personnes qui étaient proches des soulèvements de la Terre. Et l'objectif dans les soulèvements de la Terre, comme pour Avobet, c'est la lutte contre l'artificialisation et l'accaparement des terres par l'agro-industrie ou par les grands groupes agroalimentaires. Donc, on ne lutte pas directement contre l'industrialisation, comme ça peut être le cas pour Rafu, qui est vraiment ciblé contre les fermes-usines. Mais voilà, on a en tout cas, c'est lutte contre l'artificialisation et l'accaparement des terres. Et en fait, notre constat de départ, ça partait plutôt d'une grosse inquiétude que la moitié des agriculteurs allaient arrêter, vous savez, dans les 5 prochaines années. Et on partait de l'impression que voilà, en plus, une partie, Avobet, c'était vraiment cette idée que l'élevage était une des clés là-dedans pour lutter contre l'artificialisation et l'accaparement des terres. Déjà, on se disait on se dit que je ne sais pas dans quel sens prendre les choses. Attendez, je vais vous redire autre chose. En fait, les soulèvements, ce qu'on veut, c'est être un mouvement écologiste et paysan. Donc, on est composé en notre sein de gens qui sont de jeunes urbains écolos, voire véganes, et on milite à côté de paysans qui ne sont pas tous à la conf. Il y en a aussi qui ne sont pas tous en bio, il y en a qui sont conventionnels, etc. Et du coup, c'est composé avec tous ces gens-là. Et du coup, évidemment que, quand on dit on lutte contre l'accaparement, on lutte contre l'agro-industrie, il y a des cibles claires
terre, les fermes-usines, mais vous voyez, il y a entre la petite ferme paysanne en polyculture élevage, très bien, qui est tout à l'air, machin, et la grosse ferme-usine, il y a tout un panel de situations. Et en fait, nous, on est très prudents. Enfin, en tout cas, on n'arrive pas à mettre, on met pas des critères parce qu'on est très prudent sur. On pense qu'il faut un sérieux travail d'enquête pour, en tout cas. Entre le gros modèle agro-industriel et la petite ferme idéale, voilà, on sait qu'il y a un panel de situations à capter. Et c'est pas du tout pour critiquer les critères que je trouve bien par ailleurs. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre et du coup, si vous voulez, pour plein de gens qui sont écolos, l'élevage, c'est quand même une activité, et c'est en partie vrai, hein, l'élevage, c'est une activité qui est très nocive pour l'environnement, qui pollue, voilà, donc en tout cas, et qui émet des gaz à effet de serre, donc qui est émettrice de gaz à effet de serre. Donc si vous voulez, c'est aussi faire comprendre dans ce milieu-là en quoi l'élevage paysan, l'élevage pratiqué d'une certaine manière, et c'était ça les réflexions qu'on avait dans la Vaubette, en quoi un certain type d'élevage peut au contraire être stocker du carbone, peut être protecteur de la biodiversité, permet de entretenir des prairies, etc. Et ça, c'est très important de transmettre ça aux gens aussi qui militent avec nous. Et je pense aussi qu'il y a ce qu'il faut dire, enfin ce qu'on dit, enfin moi ce que je dis aux jeunes urbains écolos, c'est en fait si on installe que des maraîchers, on va pas y arriver à lutter contre l'artificialisation des terres et l'accaparement, parce qu'en face l'agro-industrie est là et elle reprend des terres par centaines d'hectares. Moi je ne pense pas, enfin ce que dit Jules, il dit que l'agro-industrie est en train de se perdre à son propre jeu. Moi je ne pense pas, je pense qu'elle est très puissante et que plutôt elle acte la disparition de la classe paysanne en ce moment. Et c'est ça qu'on voit en ce moment sur les barrages. C'est aussi, je pense, le signe, c'est une espèce de cri d'appel d'une classe paysanne qui est en train de disparaître. Et du coup, moi, je pense qu'il faut aller large dans les alliances qu'on fait avec le monde paysan, même hors bio, même si c'est pas idéal, voilà ce qu'ils font et que c'est pas nos horizons de pratique, parce que c'est aussi en réfléchissant à la transmission de ces fermes-là et à réfléchir à, en fait, bah voilà, même si tu fais pas un élevage super, en fait, tu conserves quand même des prairies, voilà, t'es pas à 100% air, mais en fait, c'est toi qui es protecteur de biodiversité aussi, quoi. Et ça, je pense que... Ben voilà, c'est important de dire ça. Et voilà. Et donc l'élevage, si on n'installe que des maraîchers, on va pas y arriver. Et l'élevage est une pratique qui permet de prendre beaucoup de terre. Et donc ça, dans la lutte contre l'artificialisation et l'accaparement, c'était un point qui était important. Et je vais dire un autre point, c'était juste que on pense, donc c'est ce qu'on a développé dans la Vaubette, que l'élevage, que la crise écologique est en partie une crise de la sensibilité, comme le dit Baptiste Morisot, et que l'élevage, là-dedans, en fait, il y a un rapport, enfin, l'élevage paysan, là, et c'est ça qui fait une différence avec l'agro-industrie, amène un rapport sensible au vivant qui n'est pas hors sol et qui n'est pas uniquement basé sur des logiques de rentabilité. Et on pense que ce rapport sensible au vivant-là, il aide aussi à répondre à la crise écologique. La cohabitation avec le vivant, elle nous paraît vitale et on pense que ce rapport-là doit être défendu. Voilà, et je vais juste finir en disant, voilà, donc je pense, mais c'est ce que j'ai dit, qu'en fait, voilà, il y a des espèces de patates, vous voyez, il y a la patate production, rôle instrumental, enfin, donc l'agro, on pourrait dire qu'un élevage industriel, il est juste dans cette patate-là, il est dans un rapport instrumental aux bêtes, dans, considérer les bêtes comme du minerai, considérer les bêtes comme de la matière à produire, voilà. Et en fait, il y a la patate relation aux animaux qu'on a développée ce matin, il y a la patate écologie, préservation de la biodiversité, etc. Et il y a la patate sociale. Est-ce que tu vas enfoncer ton voisin? Est-ce que tu vas lui prendre des terres? Est-ce que tu vas aider d'autres paysans à s'installer? Comment tu te positionnes dans une lutte, par exemple? Est-ce que tu vas défendre les méga-bassines et aggraver ton modèle, ou est-ce que tu vas plutôt essayer de trouver d'autres pistes? Et donc je pense que ces 4 patates-là, productif, relationnel, écologique et social, l'élevage paysan, en gros, il est dans ces 4 patates, et en fait, si vous voulez, après, donc il y a l'agro-industrie qui est juste dans la patate production. Et entre l'élevage parfait qui a ces patates-là au max, enfin je sais pas, vous voyez, je sais pas trop, faudrait faire un schéma bien, mais qui est au max de ces patates, qui est super écolo, super au social et super dans le relationnel, et il y a des gens qui sont dans des différences de degrés. L'agro-industrie est une différence de nature avec l'élevage paysan, et il y a un panel
de paysans, d'agriculteurs qui sont dans des différences de degrés. Et ce qui est important, c'est comment les gens ils bougent à l'intérieur de ces patates. C'est comment ils se déplacent. Voilà. Et voilà. Bon, bref. Et Voilà. merci. Et tes patates, elles ressemblent assez nettement au principe de l'agriculture paysanne. Et en fait, la démarche de l'agriculture paysanne, c'est de passer d'une patate à l'autre. Enfin, c'est au moins de progresser dans un certain sens. Par contre, il y a, avant de passer la parole à Véronique, mais il y a des divergences de point de vue sur les constats que j'aimerais qu'on creuse après quand même entre vous sur l'approche justement de l'effondrement de l'agro-industrie ou du moins le renforcement de l'agro-industrie. Enfin, je me trompe peut-être, mais... Je suis pas en train de dire que l'agro-industrie est en train de s'effondrer. Je suis en train de dire qu'ils sont là quand même en train de flipper sur leur bassin d'impôt, qui vont se friter entre eux et qu'on verra bien, parce que l'agro-industrie, c'est pas un tout homogène. Après, en vrai, on verra bien entre les laiteries qui va gagner. Hein. Mais là, ils sont en train de parler de compétition entre eux et de mercato d'éleveurs laitiers, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, quoi. Donc après... Enfin, en tout cas, on pourra rebondir là-dessus. Mais je passe... Ça sort du cœur. Merci. Véronique, pour la Confédération paysanne, je te laisse te présenter, mais c'est peut-être pas la peine aussi. Véronique Marchesso. Donc moi, je suis éleveuse dans le Morbihan, éleveuse de vaches allaitantes et donc secrétaire générale à la Confédération paysanne. Donc, je vais vous parler un petit peu des positions de la Confédération paysanne. Donc, Jackie nous a bien montré comment l'industrialisation de l'agriculture en Bretagne broyait les gens et en plus, à côté, avait des atteintes néfastes pour l'environnement. Et donc, dans les années 90, à la Confédération paysanne et dans le réseau FADEA, il y a des paysans et des paysannes qui ont voulu réfléchir à un projet politique qu'on appelle l'agriculture paysanne, qui était vraiment pensé pour lutter contre cette industrialisation de l'agriculture, comprenons des cultures et de l'élevage. Donc Stéphane en a parlé un petit peu ce matin de cette agriculture paysanne. Mais je vais rappeler un peu en fait les systèmes sur lesquels elle repose, comme ça vous pourrez comparer avec les patates de Clémence. Donc nous, nos patates à nous, c'est du coup le travail avec la nature, la qualité des produits, la répartition des moyens de production, la vie dans les comment l'agriculture peut participer à la vie dans les territoires, à la dynamisation des territoires, la transmissibilité. Et donc du coup, voilà, nous on essaye de définir comme ça. On a continué ce travail. Donc là, c'était l'agriculture en général. Et après, il y a eu à aller plus loin pour essayer de caractériser ce qu'était l'élevage industriel pour s'opposer à la défense de ce que nous on fait, l'élevage paysan, enfin de ce qu'on veut défendre. Alors ça a été sujet de nombreux débats à la conf, puisque le projet d'agriculture paysanne, au départ, c'était un projet plutôt humaniste et anticapitaliste, qui était vraiment sur la défense des travailleurs de la terre et qui, au fur et à mesure du temps, a évolué en prenant en compte les enjeux qui étaient les enjeux écologiques. Donc, suivant notre système agricole, on était plus ou moins avancé sur ces derniers enjeux. Et donc, et même encore aujourd'hui, nos systèmes étaient plus ou moins avancés. Et donc aujourd'hui, ça frite encore un petit peu à la Confédération paysanne pour savoir qui est-ce qui fait de l'agriculture industrielle ou pas. Donc, quand on a travaillé sur cette caractérisation des productions animales industrielles, on a dit qu'il fallait travailler du coup sur le niveau de capitalisation dans les fermes. Donc ça a bien été rappelé que en fait, plus on s'industrialise et plus du coup on investit dans les fermes et plus la capitalisation est importante. La chosification des animaux qui a été pas mal débattue ce matin. La division du travail, du coup, maintenant on fait pas au même endroit le naissage, on fait pas au même endroit l'engraissement ou la couvage, suivant ce qu'on élève, mais en tout cas, il y a une division du travail dans les fermes. Une déconnexion avec le territoire, du coup, le lien au sol est plus forcément évident pour certaines productions, enfin même plus du tout évident, pour certaines productions agricoles, animales, industrielles.
La dépendance à la technique et les dérives robotiques qui, du coup, en fait, affaiblissent le lien qu'on peut avoir, le lien sensible qu'on peut avoir avec nos animaux. Et la rationalisation économique de notre travail qui nous fait, du coup, perdre le temps qu'on peut... Enfin, abandonner le temps qu'on pouvait passer à tout ce qui ne relevait pas directement de donner de la productivité à notre travail. Donc effectivement, les liens qu'on peut avoir avec l'animal, l'entretien de Noé, enfin des choses qui rapportent pas d'argent, on a tout laissé tomber parce que il fallait vraiment rationaliser de façon économique notre activité d'éleveur. Alors pour défendre l'élevage paysan, là, qu'on a tenté de définir en creux en définissant l'élevage industriel, en fait, on travaille depuis des années. Il y a des luttes sur le terrain, il y a du travail institutionnel qui est fait pour essayer de faire évoluer le cadre politique et réglementaire. Et donc, sur plein de sujets, on se bat. Je vais vous faire une petite liste à l'après-vert qui ne sera pas exhaustive. Donc, du coup, ce colloque aujourd'hui, déjà, c'est un gros travail pour réfléchir donc sur notre relation humain-animal et donc sur le sens de notre boulot et sur le respect des animaux avec qui on bosse. La défense de l'élevage plein air, dont Sylvie vous a parlé tout à l'heure, c'est un gros travail de la Confédération paysanne qui aujourd'hui une grosse lutte d'une dizaine d'années qui aboutit à une expérimentation pour, on espère, faire évoluer la réglementation la réglementation sanitaire qui est en train de faire disparaître un nombre important d'élevages plein air, aussi bien en volaille qu'en porc. On a beaucoup travaillé à la défense de l'élevage herbager et du pastoralisme quand on a travaillé sur la PAC, sur la nouvelle version de la PAC. Donc on a travaillé sur les MAEC, sur le pastoralisme, sur les primes qui sont données aux animaux, en essayant de mettre que ce soit plus juste. Gros travail sur l'abattage à la ferme, et donc on a une reconnaissance toute récente par l'Union européenne de la possibilité d'abattre à la ferme, mais comme ça a été dit aussi par un intervenant dans la salle ce matin, maintenant la concrétisation sur les terrains est encore à mettre en œuvre, mais en tout cas la reconnaissance elle est là, on peut maintenant abattre à la ferme. Sur nos liens avec la biodiversité, sur le lien de nos activités d'élevage et de la biodiversité, on a un gros travail autour de la prédation, autour du réensauvagement. On a combattu aussi le développement de la viande in vitro. On a notamment attaqué la dénomination d'une start-up créée par Xavier Niel qui s'appelait Les Nouveaux Fermiers, qu'on trouvait complètement injurieuse par rapport à notre travail. On n'a pas gagné, mais par contre, il a quand même retiré sa nomination tout seul. Donc, on a quand même un peu gagné quelque part. Enfin, on n'a pas gagné sur le plan juridique, mais on a gagné en vrai. Pour essayer du coup que les fermes parviennent à avoir de l'autonomie alimentaire, qui est quand même très très importante dans notre caractérisation de l'élevage paysan, mais on travaille beaucoup sur le partage des ressources, donc tous nos combats sur le foncier, tous nos combats sur l'accès et le partage à l'eau, c'est des combats qui sont là pour essayer de maintenir partout et nombreuses des fermes dans les territoires. Et enfin, ça sera le dernier, mais c'est pas la dernière des luttes, mais ça va être la dernière que je vais lister. C'est le gros travail sur le revenu. On essaye de défendre le revenu aussi bien pour les filières longues que les filières courtes. Et on veut que du coup notre travail soit vraiment reconnu. Donc là, c'est ce qu'on va porter dans toutes les manifs du coup de ce moment sur le gros mouvement de contestation qui part de la base et qu'on espère et va participer à renverser le modèle actuel, à vraiment engager une rupture dans les modèles économiques. On ne veut pas non plus que les revenus tirés de notre élevage restent faibles et qu'on doive les compenser soit par de la compensation carbone, soit par des rentes issues de l'énergie, soit par de la méthanisation, qui est aussi de l'énergie, mais qui du coup fait évoluer l'élevage dans les territoires et participe à la concentration des fermes et au fait que nos animaux ne vont plus dehors. Donc aussi grosse opposition aux accords de libre-échange où généralement du coup les quotas de viande ou de produits laitiers fragilisent l'élevage chez nous.
et peuvent aussi fragiliser l'élevage des pays avec qui on contracte, suivant ce qu'on a négocié. Donc voilà, on continue, depuis que la conf existe et tant qu'elle existera, on continuera à se battre pour défendre un élevage paysan, pour défendre les paysans et les paysannes qui le font. Et donc là, on a un vrai travail de réflexion, mais du coup, ce colloque y participe sur comment on imagine une transition de notre agriculture sans stigmatiser l'élevage, en ayant une vraie proposition pour que l'élevage paysan perdure, soit protégé, et tout en se fermant pas les yeux sur les enjeux écologiques et climatiques qui nous ont été rappelés par Clémence. Sur la nécessité de traiter correctement nos animaux et puis aussi de pouvoir fournir à nos concitoyens et concitoyennes une alimentation de qualité qui leur soit accessible. Merci beaucoup. Ouais, super. Donc on va passer aux questions. Je pense qu'il y a des questions. On va dire qu'il y a des questions. Donc c'est parfait. Alors une première question pour Louise. Louise, on te demande pourquoi dans la carte RAFU il n'y a pas les fermes bovines, contrairement à celle de Greenpeace. Et une question par rapport au financement de RAFU, comment vous faites, qui vous finance, comment vous faites. Voilà, merci Louise. Je n'ai aucune idée sur pourquoi il n'y a pas les vaches dedans. Il n'y a pas les cerfs. Je sais que les cerfs, c'est en cours, mais comme il n'y a pas de carte public des cerfs, c'est beaucoup plus dur. On doit aller les chercher une par une, et ça m'a pris des journées pour faire 3 départements, donc, qui étaient le Finistère, le sud de la France et le 44 en matière de cerfs. Et donc les vaches, j'ai aucune idée. Et au niveau du financement, donc on a des dons, mais en vrai, donc ça a l'air très très gros comme ça parce qu'il y a des personnes dans l'équipe qui sont très très forts en com, mais on est très pauvres et très peu nombreux. Donc ne vous imaginez pas un truc de fou avec 150 000 militants et puis un budget de 30 000 euros. Enfin, genre, on fonctionne vraiment de manière très, très pauvre. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le nom entier, c'est Bretagne contre les fermes-usines pour une agriculture paysanne territorialisée. Et souvent, on oublie la deuxième partie du nom parce que c'est peut-être un peu moins putaclic que le Bretagne contre les fermes-usines. Mais c'est bien pour une agriculture paysanne territorialisée. Voilà. Pas mal de réflexions et de questions autour de la notion de culpabilité. Alors notamment autour soit du réchauffement climatique, avec des remarques comme non, l'élevage paysan ne participe pas au réchauffement climatique, ou alors même l'élevage paysan, notamment en zone de haute montagne, va favoriser la biodiversité. Donc voilà, comment faire un peu pour comment vous pensez lutter contre l'industrialisation de l'élevage sans culpabiliser les paysans et paysannes. À Clémence, à toi Clémence. Ouais. Non, mais je ne comprends pas trop la question parce que j'ai l'impression... Bon, enfin... Enfin, Eh ben, visiblement, oui, visiblement dans le public, il y a eu, dans l'assistance, il y a eu plusieurs... un sentiment de culpabilité. Et du coup, effectivement, je ne pense pas que ça a été formulé. Mais alors, comment faire pour que ce sentiment-là ne naisse pas, alors qu'on veut désigner les ravages d'un élevage industriel? Ouais, moi je pense que c'est juste, enfin j'ai plutôt dit ça, qu'il fallait après nous interroger sur nos pratiques et en termes d'horizon, voir vers quel élevage le plus
désirable et le plus respectueux de l'environnement vers lequel on voulait aller. Mais je pense qu'au contraire, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait faire plutôt une alliance large. Enfin, moi, je pense en ce moment qu'il faut faire plutôt une alliance large et que notamment on militait, une alliance large, donc avec des paysans non confédérés ou non dans des modèles, je sais pas, idéaux et pour lutter contre l'agro-industrie, et qu'il y a plein de paysans qui sont aussi dans des systèmes, comme un peu Jacques qui l'a montré, pris au piège de systèmes agro-industriels en amont et en aval. Et du coup, je sais pas où est la culpabilité, mais une stigmatisation. Après, nous, je pense que c'est dur. Ce qu'on essaye de tenir, c'est vraiment le côté écolo et paysan à la fois. Je pense que c'est l'enjeu du moment, vu les débats qu'il y a sur les blocages agriculteurs. En gros, la FNSEA a comme intérêt de faire croire aux agriculteurs qui sont victimes et que, en gros, tout le monde les déteste et tout le monde les fait culpabiliser et le monde écolo en priorité, quoi. Et du coup, oui, effectivement, je pense qu'il faut être fin sur cette question-là. Mais je pense que, justement, nous, ce qu'on dit dans les soulèvements, c'est plutôt... Effectivement, il faut faire du travail d'enquête, qu'on va jamais cibler des fermes, que même les fermes-usines... voilà. Si, par exemple, on a fait une action à Saint-Colomban contre des maraîchers industriels bio, donc le bio n'est pas un critère du bien ou du mal, donc c'était des maraîchers industriels, c'était à la demande de paysans du coin qui sont éleveurs dans le bocage et qui en fait voient leurs terres autour se faire toutes prendre par du maraîchage industriel qui juste étale des serres et fait du maraîchage hors sol. Et oui, voilà. Je ne sais pas trop la question. Mais je vais en profiter pour dire autre chose que je voulais dire et que j'ai oublié de dire. C'est que peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas... en tout cas, moi, je pense qu'il n'est pas assez peut-être assumé à la Confédération paysanne. Mais peut-être c'est assumé. C'est que je pense qu'en fait, si on se dit on veut combattre l'industrialisation et on veut de l'élevage paysan, nous, en tout cas, on pense qu'il faut dire en même temps qu'il y a une interrogation forte à avoir sur notre consommation de viande. Ça veut dire qu'on pense en fait, si on veut que de l'élevage paysan, ça s'accompagne forcément d'une moindre consommation de viande. Et ça s'accompagne aussi de beaucoup plus d'installations paysannes, même si on mange moins de viande. Et ça, je suis sûre que vous le dites pour l'installation. Peut-être la viande, voilà. Ouais, je pense qu'il faut être honnête vis-à-vis. Sur la consommation de viande, c'est un débat qui a eu lieu déjà à la Confédération paysanne et voilà, ça a été tranché au comité national que pour l'instant on restait sur une position de travailler sur la production et qu'on se donnait le temps pour réfléchir sur la consommation. Mais on parle souvent de rééquilibrage dans l'assiette. Hein. Mais moi je porte la décision collective telle qu'elle a été prise il y a peut-être 2 ans maintenant et c'est sûr que et aussi le colloque, il participe à raviver des questionnements qui ont été déjà travaillés, mais qui peuvent être remis au devant de la scène en fonction des actualités et en fonction des combats à mener aussi. Ouais, je crois que ce qui faisait débat à la Confédération paysanne, c'était que certains avaient peur que soit pas entendu la différence de pratiques agricoles et que du coup, quand on demandait une diminution de la production de viande, ça s'appliquerait indifféremment à tous les modèles agricoles. Et, voilà. Et du coup, ça faisait vraiment peur à certaines personnes, ce qui fait que le débat n'a pas pu être tranché. Et pourtant, nous, on prône le maintien de l'élevage paysan et on lutte contre l'industrialisation. Mais il y avait des fortes craintes en notre sein d'une partie d'entre nous qui disaient si on va sur la diminution de viande, le message passera pas que on veut pas la diminution de toute la viande, quoi. En fait. Ouais. Ouais. Mais ça faisait peur. Il y avait vraiment des craintes qui s'élevaient et qui disaient non, ça peut pas être à nous de dire ça. Donc nous, on travaille sur le volet production et du coup, s'il y a moins d'élevage, la conséquence, ça sera que la consommation devra évoluer. Et sinon, on se bat pour que ce soit de l'élevage paysan et pas de l'élevage indus. Ce qui sera consommé sera de la viande, mais nous, on veut pas le dire, quoi. En gros, c'est que je pense qu'à chaque fois, vu qu'à la télé, ils martèlent le fait que l'élevage est
polluants, producteurs de gaz à effet de serre et qu'il faut moins manger de viande pour conserver la planète, en gros, je pense qu'en face, il faut vraiment avoir un truc super offensif qui dit l'élevage comme on le pratique est protecteur de biodiversité, l'élevage tel qu'on le pratique stocke du carbone par la préservation de prairies et de haies, et il faut manger de cette viande-là, mais ne plus manger de viande indus. Enfin, moi, ça, on est complètement d'accord, sauf que... Si je peux me permettre, je veux dire aussi qu'on a fait un plaidoyer avec le collectif Nourrir qui va... Au contraire, moi je dirais même il faut plus d'élevage. Enfin, c'est que si on n'a pas plus d'élevage, on n'y arrivera pas. Donc plus d'élevage, plus... Oui, voilà, plus d'élevage en nombre. Mais en fait, ce qu'on se disait, nous, c'est qu'il fallait, avant de pouvoir dire ça, il fallait qu'il y ait vraiment une évolution sur la consommation de la viande. Parce qu'en fait, ce qui est stigmatisé, c'est la viande bovine par rapport au climat. Oui, mais ça, c'est absurde. C'est juste que la viande bovine, au contraire, elle est beaucoup moins émettrice de carbone. Enfin, je sais pas, par rapport à aux monogastriques qui bouffent des céréales, quoi. Et cette analyse, juste pour compléter, cette analyse fine là que tu dis et ce partage-là, en fait, on le fait aussi. On travaille aussi dans le collectif Nourrir avec 52 organisations et on a sorti. Je vois Julie, elle doit être par là, mais on a sorti un plaidoyer qui va dans ce sens-là, avec les 52 organisations, justement, qui fait ce lien-là. Et voilà, on le porte quand même, alors peut-être pas de façon complètement que conf, mais on le porte quand même, ce discours-là, que l'élevage est porteur de biodiversité, qu'il faut réfléchir à la consommation de la viande, et qu'il faut choisir aussi sa viande, en fait. C'est ça la question. Et sur la viande et bovine, effectivement, en fait, il y a un espèce de mythe aussi sur la consommation de la viande. La consommation totale de viande n'a pas diminué. Le curseur, il a changé. On consomme beaucoup de poulet. On consomme autant de viande. Et en particulier aussi, on en a parlé tout à l'heure sur l'antispécisme, c'est qu'on a changé aussi le curseur des consciences. Et c'est que les viandes ultra transformées, on ne voit plus l'animal. Il y a ça a participé largement aussi. Donc on a un discours assez complexe et je pense que le colloque, il participe largement à travailler ça. Alors... plusieurs questions autour de la population, à la partie de la population qui est appelée consommateur. Plusieurs remarques pour dire les éleveurs, les éleveuses répondent à une demande, les consommateurs soutiennent quelque part l'agro-industrie et l'élevage industriel. Enfin, moi, avant de travailler sur le lait en Bretagne, je travaillais sur le café bio équitable en Colombie. J'ai essayé de comprendre le commerce international par son côté le plus consensuel. Et en fait, globalement, on n'est que consommateur. Hein. Enfin, je veux dire, on ne choisit pas la grande surface et on ne crée pas le circuit de grande distribution. Et les labels, on n'a plus de prix sur eux. Enfin, sur le label équitable, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, moi, je consomme du café équitable parce que je sais que c'est à peu près moins dégueulasse d'un point de vue des qualités intrinsèques du café, mais je sais que les gens avec qui je travaillais en Colombie n'étaient pas mieux payés. Le pouvoir du consommateur, moi là-dessus, mais après c'est vraiment une position personnelle, il est nul. On va en supermarché, on achète ce qu'il y a, point barre. Hein. Ce qu'il faut, c'est réussir à attaquer la GMS, réussir à attaquer l'agro-industrie, et pour ça, des grosses organisations de producteurs sur les filières longues, et après travailler avec la Restauco et tout, etc. C'est notre seule prise. Non, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de capter que ce qui se passe sur les terres agricoles, c'est décidé uniquement par la FNSEA dans les chambres d'agriculture. Et en fait, ce qui est problématique, c'est au-delà de la consommation, que la société civile n'a pas de prise, enfin, en tout cas, on lui en donne très peu, sur ce qui se passe au niveau du foncier agricole et sur qui cultive les terres, qui occupe les fermes et comment les fermes sont transmises. Et du coup, c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer aussi, pas juste sur le pouvoir d'achat, la consommation, même si je pense que ça a un impact, mais sur aussi le pouvoir de peut-être faire aider des personnes à s'installer, le pouvoir de repenser comment une ferme qui était agro-industrielle, elle peut se retransformer en ferme collective avec d'autres pratiques agricoles, le fait de faire des prêts citoyens, je pense que c'est tout ça. Et donc nous, dans les soulèvements, on est aussi dans un truc de lutte, enfin en tout cas occuper des terres des fois, ou lutter contre l'agro-industrie et ne pas attendre qu'il y ait une transition écologique en 100 ans
qui va jamais aboutir. Puis peut-être se rappeler que ces besoins-là, ils ont été créés. Je pense qu'on connaît tous, les produits laitiers sont nos amis pour la vie et qu'on doit manger 3 yaourts par jour. Dans les années 50, ils ne bouffaient pas 3 yaourts par jour et ils se portaient très bien. Genre, c'est aussi les lobbies et les lobbies agro-industriels qui ont créé ces besoins et ces besoins en viande. Et c'est aussi pour ça qu'il y a quelques années, maintenant il est abandonné, mais la région Bretagne nous a sorti un grand plan poulet en se disant on va passer tous nos élevages à 40 000, en lot de 40 000, en lot de 120 000 pour créer du nuggets, pour créer du Cargill et que ça finisse à McDonald's. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Pour nous, un élevage de 40 000 qui produit lui-même son alim et qui ne vend pas forcément en circuit déterritorialisé, ça, c'est pas forcément industriel. Nous, on ne considère pas forcément ça comme une ferme-usine. Pour nous, la ferme-usine, c'est vraiment le système du contrat d'intégration où l'éleveur y gère finalement plus rien. Et finalement, il y a même certains contrats d'intégration qui ont été requalifiés en juste salariat et en contrat de travail parce que l'agriculteur n'avait plus la mainmise sur aucun des procédés de production. Et donc, nous, on ne veut pas du tout stigmatiser aucun des agriculteurs. D'ailleurs, il y a des gens on soutient même les gens de la FNSEA qui sont contre le système. Et d'ailleurs, on les voit sur les ronds-points. Les gens qui... là, ils n'en peuvent plus de Arnaud Rousseau. Le PDG d'Avril, comment il peut représenter les agriculteurs ? Alors, en parlant de système, plusieurs remarques sur le côté obscur et nébuleux du système agro-industriel qui un peu ourdirait des complots, notamment sur s'il n'y a pas tant de prairies que ça, s'il y a même une baisse de prairies. C'est parce que derrière, il y a une vraie volonté de pouvoir vendre plus d'aliments, des semences de maïs, etc. Alors, des remarques aussi sur le lien entre le gouvernement, la FNSEA et le système agro-industriel. C'est une question ou c'est une remarque, on dirait c'est un peu remarque et puis question derrière. Est-ce que oui, l'industrie est malfaisante et complote parce que son seul but, c'est de faire davantage d'argent, quel qu'en soit le coût. Est-ce qu'il y a ça derrière ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Ouais, quel qu'en soit le coût social déjà. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure. Je reprends. J'avais noté certaines choses que j'avais envie de dire. Là, j'ai parlé du porc quand il y avait des difficultés, des crises. En fait, on avait les noms de la profession. On va parler d'Union des groupements, du comité régional porcin. Là, je parle de la production porcine. Il parlait de maintenir le potentiel de production, mais en même temps, il demandait des plans pour que des éleveurs sortent dignement du métier, qui quittent le métier, en fait. Il demandait à l'État, en fait, il y a des plans d'aide pour... c'était des plans sociaux, en fait. Et de toute façon, le plan social, il existe en continu depuis plusieurs décennies, en fait. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je ne me rappelle plus du sens de la question totalement, mais... Le sens de la question, c'est est-ce qu'il y a un système un peu nébuleux, complotiste, avec si je comprends bien, avec des alliances entre l'agro-industrie et l'État, justement pour progresser. Et voilà. Donc peut-être que Jules, tu peux apporter une piste de réponse à ça ? Ouais, mais du coup, c'est pas. Pour moi, la réponse c'est que c'est nébuleux, mais c'est pas parce que c'est nébuleux que c'est complotiste, et que déjà il y a plein de tensions entre eux. Ils sont pas tout le temps d'accord. Des fois, ils se fritent. Les intérêts des industriels sont pas toujours les mêmes en fonction de la taille de la COP, des marchés de la COP, tatati, tatata, etc., des privés et tout. Il y a quand même des conflits, ils vont se piquer des marchés des fois et tout. Surtout, en fait, pour moi, c'est un partage d'un imaginaire, une sorte de conception du progrès, de conception de l'économie, de ce qui est légitime, de qui est légitime. Et là où l'alliance se fait, par exemple, à mon avis, c'est sur les investissements au niveau de la fin des quotas laitiers, c'était assez fou. Par exemple, la région Bretagne a financé l'usine de la coopérative Sodial qui était accolée à Sinutra, à Carhaix. Donc Sinutra avait été financé avec 280 millions d'euros des Chinois, du gouvernement chinois, pour leur route de la soie.
Grand rêve commercial, de conquête diplomatique et tout, etc. Au niveau de Carhaix, on avait les élites locales qui étaient en mode c'est super, on va relancer l'industrie carhésienne. Au niveau des dirigeants agricoles bretons, c'était c'est super, on va augmenter le potentiel industriel parce que l'usine de Sinutra, elle peut transformer jusqu'à 1 milliard de litres par an, soit 1/5. Sauf que bon, ils ont un peu galéré. Mais 200 millions en poudre de lait sophistiquée. Et là, on va pouvoir aller chercher de la plus-value. Voilà, c'est comme ça que l'accord s'est fait. Et du coup, Olivier Alain, à l'époque, avait filé de l'argent. Donc, ils ont filé de l'argent sur la formation et tout, etc. pour les ouvriers, la main-d'œuvre à Sinutra. Ils ne pouvaient pas donner de l'argent directement à Sinutra. Ils ont donné de l'argent à Sodial, mais ils ne savaient pas du tout que l'usine d'Eurosérum qui appartient à Sodial était liée nécessairement par un lactoduc, ça se voyait sur Google Maps, à Sinutra. Et que de toute façon, le jour où Sinutra se cassait la figure, eh ben, Sodial allait être obligé de racheter l'outil. Et donc, la région Bretagne a participé à ça. En fait, ils n'ont pas vérifié les infos derrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font confiance. Et je pense que c'est là où ça se joue. C'est sur leur imaginaire, sur un partage idéologique, sur une conception de l'économie, du monde et tout, etc. Ils se font confiance et ils vérifient rien. Parce que de toute façon, ça crée de l'emploi, parce que voilà, c'est une dynamique positive, parce qu'on en a besoin, et tout, etc. Pour moi, c'est plutôt là que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question Une dernière question sur le suicide. Est-ce que l'un d'entre vous a des informations sur des statistiques qui pourraient relier les taux de suicide par rapport à l'emprise industrielle? Clairement, est-ce que le suicide touche plus un élevage complètement immergé dans le monde industriel où il n'y a pas de corrélation claire et nette, c'est pas étudié, etc. Ouais, on est en train de se dire en aparté que s'il y avait quelqu'un de Solidarité Paysan, peut-être qu'il pourrait répondre à cette question-là plus facilement que les intervenants, mais peut-être que Jules, Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, personne. Solidarité Paysan, je ne l'ai pas dit, on a fait en 2013, quand on a décidé d'arrêter l'élevage, on a fait appel à eux parce qu'en fait, on est 2 associés. Mon associé était jeune installé, il était porcher avant de s'installer, donc c'est lui qui a pris en main l'élevage de porc. Donc c'était une décision difficile à prendre. Alors déjà, j'avais eu une expérience d'une association, voilà, enfin, je ne vais pas vous donner le détail, mais mon associé avait quitté la ferme, donc je me disais, j'espère que ça ne va pas causer de difficultés. Donc il y a eu une personne tierce, voilà, qui est intervenue. Ça a permis de mettre beaucoup de choses à plat. Et en fait, c'est mon associé qui a pris la décision très vite après. Alors, sur la question du suicide, moi, j'ai pas les compétences pour répondre. Je sais, on sait que c'est un métier où il y a beaucoup de difficultés. On va se renseigner. Deuxième métier. Ouais, moi je croyais que c'était le premier, donc ouais. Ouais. Ok. Juste quand même, ce que disait Solidarité Paysan, du coup, il y a 2 ans, quand on discutait, c'est que là, ils avaient, donc en Bretagne, Solidarité Paysan Bretagne, à leur AG, ils m'avaient expliqué que ils suivaient de plus en plus de grosses fermes, et des grosses fermes laitières, et que c'était un peu nouveau, quoi, pour eux. Ça, c'est depuis 2015, quoi. Donc voilà, quand même, c'est... Sur cette période-là, juste quand il y a eu la libération, comment on dit, quand il n'y a plus les quotas laitiers en 2015, on en parlait tout à l'heure, la une de, je ne sais plus quel journal, c'est peut-être Ouest France, enfin un livre, enfin moi je me rappelle, il y avait le président de la Chambre d'agriculture des Yvelines de l'époque, voilà, qui était très satisfait. Et c'est à cette période-là où ils ont rencontré beaucoup de jeunes installés. C'était très rare avant qu'un jeune qui s'installait en lait se trouvait vraiment en difficulté. Il pouvait faire appel aussi à d'autres. Solidarité Paysan avait très peu de jeunes éleveurs sur les 10 premières années d'installation. Et là, il y a vraiment eu un cap en 2015 où on a tout libéré, mais surtout pas les éleveurs. Peut-être avant de conclure, moi j'avais une petite... Ah bah voilà. Merci.
C'est bien. Juste, moi j'avais une interrogation. Voilà, j'en profite que vous soyez là et que tu es là, Jules. Tu as parlé d'imaginaire, en fait, et de la projection d'imaginaire du système agro-capitaliste qui partage l'imaginaire avec les décideurs, en fait. Mais moi, bon, j'ai une petite réponse à ça, mais comment ils rencontrent aussi l'imaginaire des paysans qui se projettent en fait dans cette fiction entrepreneuriale, en fait. C'est ça l'interrogation qu'on se fait aussi souvent, c'est qu'est-ce qui me motive et comment cette motivation se construit en fait dans ton parcours de formation agricole ou paysan, quoi. Bah, je vais être un peu modeste là dans ma réponse quand même là-dessus, parce que c'est pas déjà très concrètement au moment de la fin des quotas, quand on a libéré le potentiel de production, il y a des gens qui disaient ah mais regarde, enfin les gens très basiquement quoi, sans forcément se dire je suis un entrepreneur, mais en se disant par contre je vais augmenter ma capacité de production, je vais avoir plus de vaches et tout, etc. Regarde, en fait, ils investissent dans des outils industriels, ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de lait. Regarde la pyramide des âges, donc ils vont avoir besoin de moi, donc ils vont nécessairement payer. Je pense que ça, quand même, c'est un des mécanismes un peu de base que moi j'ai rencontré dans la campagne, quoi. Et après, il y en a d'autres qui véritablement se pensent, ça c'est des dirigeants agricoles ou des wannabe managers, ou des managers réalisés, qui se pensent comme des gestionnaires et qui ont des fois des parcours qui sont fils d'agri, qui sont passés ailleurs, qui sont passés par exemple en centre comptable, qui ont été cadres dans d'autres entreprises. Il y a certains profils comme ça existe. Et puis il y en a d'autres qui ont juste la volonté de se dire, nous on n'est pas. Enfin, c'est vraiment un courant qui existe au sein, notamment de la FNSEA depuis le début. C'est qu'est-ce qu'on entend par modernisation, ce truc de dire on n'est pas des ploucs. C'est dire on est des professionnels, on est des gens compétents, ma ferme c'est une entreprise, et du coup, comme c'est une entreprise, nous on est des entrepreneurs professionnels, on peut se rémunérer sur notre travail, et on peut se rémunérer sur notre capital. Et là ça m'amène au rapport au capital, qui est pour moi une question fondamentale quand on parle de mode de production et de comment agir collectivement. C'est comment, à la Confédération paysanne, on peut remettre un peu plus au centre des questionnements le rapport au capital et ce que ça induit dans le rapport à l'avenir, tant collectif qu'individuel. Et donc, quel est le rapport qu'on a au statut paysan, qui était une question extrêmement importante pour la gauche paysanne dans les années 70 jusqu'au milieu des années 80. Et donc, en gros, quand on est paysan, on est travailleur indépendant. On est travailleur indépendant, on a compris, un féodé à l'amont, un féodé à l'aval. Donc ça, on a compris, ok, on n'est pas vraiment indépendant, mais mine de rien, on décide sur notre ferme. Mais ce qui nous fout dedans collectivement d'une génération à l'autre, c'est qu'on est obligé d'endetter encore plus celui qui vient ou celle qui vient. On est obligé de pigeonner celle qui vient. Et voilà. Et après, on est obligé de racheter la terre, tatati, et on connaît cet engrenage-là. Et ça, c'est un des moteurs fondamentaux, c'est le moteur fondamental de la fuite en avant. Voilà. Et ça, il va falloir qu'on soit capable de le penser collectivement, et pourquoi pas, ça c'était ce qui avait été évoqué par le groupe de travail au sein de la Confédération paysanne sur les scopes en agriculture, de dire pourquoi on ne réfléchirait pas à être attaché en tant qu'indépendant au régime général. Ça veut dire qu'on ne peut plus capitaliser sur notre outil de travail, qu'on soit en collectif ou en individuel. Je ne capitalise pas sur ma ferme. Par contre, mes cotisations sociales, la thune que je file à la MSA, et derrière ça me donne droit au chômage, ça me donne droit. Voilà. Et là, c'est là où on a, nous, un autre imaginaire à proposer à cet imaginaire entrepreneurial. Voilà. Et pour cotiser, il faut des prix, et donc il faut, voilà, ça implique plein de choses, c'est sûr. Voilà, donc du coup, c'est impeccable, parce que j'allais conclure sur des projets qu'on a qui sont lancés à la Confédération paysanne et qui font complètement écho à ce que tu es en train de dire. On est en train de travailler sur une école politique qui réinterroge justement les fondamentaux aussi idéologiques de la Confédération paysanne, et justement ce rapport au capital, comment on peut remettre aussi un petit peu au goût du jour ce rapport au capital et travailler là-dessus. Et notamment, ça va être l'occasion d'ailleurs, on est aussi en train de travailler sur comment on peut se servir aussi de l'anniversaire des 40 ans de la mort de Bernard Lambert, justement pour essayer d'essaimer un peu ce travail-là de fond
sur l'idéologie, enfin sur le partage politique de la Confédération paysanne. Donc ça fait complètement écho à ce que tu dis. Alors pour l'instant, on n'a pas abouti à ça. Il y a encore plein d'interrogations, mais je pense qu'on collectivement, demain, on a aussi les espaces dans les ateliers pour commencer à faire émerger cette réflexion-là. Et là, pour le coup, on est complètement raccord avec ce qui se passe sur l'actualité chaude là dehors, quoi.